l'après-midi, toi? 14h. Ouais. Et si tant est qu'il y ait des questions, je peux répondre. D'accord, parfait. Bonne session. Merci. Merci. Bon, on va démarrer. Ouais. Bon, écoutez, on va ouvrir cette table ronde. Je vous rappelle, le thème, c'est le nouveau père, et ce qui nous permettra de faire un premier bilan de la loi Pacte. Je vais vous présenter rapidement nos deux intervenants, deux excellents experts. Je commence par Pierre-Emmanuel Sassionac, qui est directeur associé au sein d'ERES, qui est une société de conseil et de gestion en actionnariat salarié, épargne salariale et retraite. Donc Pierre-Emmanuel est diplômé de l'ETA et actuaire, et il a commencé sa carrière chez AXA. Il a ensuite créé un cabinet de gestion de patrimoine et il a rejoint RS pour développer l'activité de retraite individuelle. Il a donc une vingtaine d'années d'expérience, qui est un élément appréciable pour nos débats. Jean-Denis Bachot, c'est le directeur France de Fidelity. Il est également président de la société de gestion de Fidelity qui s'appelle FIL Gestion. Il est diplômé de l'École supérieure de gestion et de commerce international et il a commencé, lui, sa carrière chez BNP Paribas, une très belle maison. Il a rejoint Allianz Global Investor également et il a intégré Fidelity en 2012. Et lui aussi, il a une vingtaine d'années d'expérience, mais en gestion d'actifs. Donc, on a deux profils complémentaires. Et c'est autour de 3 points qu'ils vont intervenir. D'abord, je leur demanderai
de faire un peu une cartographie de l'épargne et l'épargne retraite en France, ensuite de tirer un premier bilan de la loi Pacte et du PER, et puis après, on verra un peu les aspects de gestion. Et pourquoi, en fait, cet aspect de gestion est assez important, mais vous savez que dans ces domaines-là, c'est un cercle. Bon, c'est qu'on est dans une situation pour le moins complexe. Si je regarde les problèmes de retraite, la sécurité sociale, globalement, va afficher un déficit cette année de 50 milliards d'euros. L'année prochaine, 20 milliards. Pour la retraite, on est, avec le corps, dans une projection cette année de 30 milliards. C'est-à-dire que par rapport aux 4,7 milliards qui étaient attendus, on s'est pris 25 milliards. Ce n'est pas illogique. Vous connaissez la sensibilité de la répartition à la masse salariale et au taux de productivité horaire. Dès lors que vous avez à peu près 9% de moins de salaire et donc de contraction salariale, on voit tout de suite que le déficit augmente énormément. Et si j'avais un message, c'est de dire qu'il faut que cette crise soit l'occasion de réfléchir à des compléments de retraite par capitalisation. C'est extrêmement important. Et deuxièmement, il faut savoir aussi gérer cette épargne parce qu'il y a une promesse forcément qui est attendue à une certaine échéance. Et donc là, on abordera ces problèmes de gestion, d'autant plus qu'on est dans un contexte de politique monétaire qui est quand même là aussi un peu difficile et que l'on a une productivité, vous savez que c'est le levier le plus important pour la retraite, qui fléchit, ce qui aussi contracte un peu la croissance potentielle de notre pays. Voilà, donc j'ai posé un peu les termes des enjeux et je vais tout de suite passer la parole à Pierre-Emmanuel qui va faire un exposé donc, sur un peu la situation de l'épargne et Jean-Denis complétera avec la situation des États-Unis, ça nous donnera une comparaison. Voilà, Pierre-Emmanuel. Merci Lionel. On a en France une situation qui est assez paradoxale, puisque vous le savez, on est un des pays d'Europe qui a le taux d'épargne le plus élevé. On est à 15% de taux d'épargne, ce qui est énorme, mais une épargne qui, vous le savez aussi, est assez mal fléchée, puisqu'on est essentiellement sur des produits de court terme, des fonds monétaires, des livrets d'épargne ou des fonds en euros d'assurance vie qui privilégient la liquidité. Et au final, quand on regarde les chiffres qui sont ceux des stocks d'épargne retraite en France, on est sur un chiffre qui est relativement faible, à 220 milliards d'euros, à peu près équiréparti entre le collectif et l'individuel, mais avec un peu plus côté collectif qu'individuel. Donc 220 milliards d'euros, c'est très peu. Mais en réalité, l'épargne retraite, ce n'est pas seulement les produits dédiés à la retraite. En France, quand on regarde les motifs d'épargne des Français, on se rend compte que les Français vont épargner sur des supports qui ne sont pas forcément dédiés à la retraite, mais ils vont utiliser par exemple leur contrat d'assurance vie ou des livrets d'épargne pour épargner pour leur retraite. Et quand on ajoute tous les supports d'épargne que les Français utilisent pour préparer leur retraite, on n'est pas à 220, mais plutôt aux alentours de 900 milliards d'euros d'épargne retraite. Dans ces 900 milliards d'euros, vous avez un petit peu moins de 400 milliards qui sont investis en assurance vie. Donc 900 milliards d'euros, c'est à la fois beaucoup et en fait très peu. Pourquoi ? Parce que si on veut se comparer à nos voisins de l'OCDE, la bonne métrique, c'est d'essayer de rapporter les stocks d'épargne retraite au PIB. En France, les 900 milliards d'euros rapportés au PIB, c'est à peu près 40%. Donc 40% d'épargne retraite rapportée au PIB, alors que dans les pays de l'OCDE, la moyenne, c'est à plus de 120%. Ce qui veut dire qu'en France, on est en retard. On a 3 fois moins de stocks d'épargne retraite que dans les pays de l'OCDE. Donc on a à la fois une épargne qui est abondante, avec un taux d'épargne qui est très élevé, mais une épargne qui est mal allouée, puisqu'elle est allouée sur des supports de court terme, alors même que les Français nous disent qu'ils veulent épargner pour leur retraite. Du coup, Jean-Denis, toi, tu avais un comparatif avec, par exemple, la situation aux États-Unis, où on a quasiment
l'extrême opposé, avec une épargne qui est très très allouée sur le long terme. Oui, absolument, Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous. Quand on a préparé cet atelier avec Lionel, on s'est dit, pour faire ressortir un peu cette spécificité française, regardons en dehors de nos frontières et puis allons voir chez les Américains. Et évidemment, vous savez que Fidelity est une maison à l'origine américaine, avec une entité de gestion très importante qui gère près de 3 000 milliards aux États-Unis. Donc j'ai appelé nos collègues aux États-Unis pour essayer de comprendre un peu mieux, j'ai d'ailleurs appris beaucoup de choses, pour essayer de comprendre un petit peu mieux la structure de leur épargne retraite. Et j'ai été stupéfié par plusieurs données qui, quand on les met en relief par rapport à la situation française, alors je ne vais pas dire que ça fait froid dans le dos, parce qu'il n'y a pas l'idéal aux États-Unis et ça ne va pas du tout en France, ça serait faux. Il y a aussi des problèmes aux États-Unis, on les voit tous les jours, mais il y a une situation qui est paradoxale et qui vient aussi de notre histoire. Tu l'as mentionné, on a une retraite par répartition qui a été relativement solide pendant des années. On se rend bien compte que la retraite par capitalisation doit prendre le relais. Et cette retraite par capitalisation, aujourd'hui, doit quelque part regarder ce qui se passe un peu outre-Manche. Donc je vais vous donner quelques chiffres qui sont impressionnants et qui en même temps nous permettent de mettre en relief la situation française. Il y a aux États-Unis environ 30 trillions, donc un trillion c'est 1 milliard de milliards, donc c'est vrai que c'est difficile à conceptualiser, d'épargne retraite qui se partagent en gros entre ce qu'ils appellent l'IRA, c'est-à-dire un Individual Retirement Arrangement, c'est rien d'autre qu'un père individuel. Je fais des petits raccourcis, mais parce que j'ai aussi appris une chose avec les Américains, c'est qu'ils ont l'art de rendre très simple des choses qui peuvent être compliquées, ce qui n'est pas forcément le cas toujours en France. L'IRA, et puis vous avez ce qu'ils appellent le 401K, qui n'est rien d'autre que le père collectif, aujourd'hui le père en entreprise. L'IRA, le père individuel, ça représente 11 trillions de dollars, donc une somme considérable, et le 401K et les autres, ce qu'on appelle defined contribution, donc les systèmes à contribution définie, ça représente environ, on va dire, une petite dizaine de trillions de dollars. Alors ces chiffres-là, ça ne va pas forcément beaucoup vous parler, parce que d'un côté, on a 300 millions de personnes aux États-Unis, et puis on a 67 millions de personnes en France. Et si on essaye de regarder un peu les rapports, quelques chiffres, vous avez globalement 5 fois plus d'épargne financière aux États-Unis qu'en France, et vous avez globalement quasiment 8 fois plus d'épargne retraite aux États-Unis qu'en France. Donc c'est ce rapport-là, en fait, qu'il faut avoir en tête, peu importe les chiffres, les trillions, etc. Mais il y a beaucoup de retard. Et puis, ce que me disait notre collègue aux États-Unis, il me disait aussi, tu sais, ce qui fait le succès de tout ça, c'est qu'on a simplifié les choses, et finalement, ce que fait la loi Pacte, quelque part, je ne vais pas dire que c'est un copier-coller, mais on se rapproche de ce qu'ils ont fait aux États-Unis il y a très longtemps. Et la capacité qu'ils ont de passer du collectif à l'individuel. Je prends un exemple, vous êtes dans une société X, vous quittez votre société X pour aller vers votre société Y, vous transférez votre père collectif vers un père individuel. Tout ça, c'est même traitement fiscal, il n'y a pas d'événement imposable. Ça peut être effectué à chaque fois qu'un employé quitte son employeur pour consolider son épargne retraite dans un IRA, donc dans un père individuel, sans avoir à accumuler des 401K un peu complexes, etc. Et il y a une forme ils sont décomplexés, en fait, vis-à-vis de ça, les Américains. Il y a très décomplexés. Il y a une véritable connaissance aussi au niveau individuel de ces problématiques de retraite. Et les montants, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard, les montants sont colossaux par individu. Sur 15 ans de pairs ou de pairs collectifs, les montants accumulés par ménage sont très, très impressionnants, entre 300 000 et 400 000 dollars. Après, on va discuter de l'approche financière, mais il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, globalement, et tu l'as dit, Pierre-Emmanuel, je ne vais pas prendre trop de temps, mais il y a une composante action qui est très importante par rapport à ce qu'on peut voir en France. Quelques chiffres. 41% en actions US sur les 401K, 28% en fonds à échéance, fonds target, 15% en actions globales, 12% en obligations et 4% en marché monétaire. Si vous regardez la composante marché monétaire en France et la composante globalement obligataire, là on a un sujet, et puis on a un sujet aussi avec les niveaux de taux qu'on a aujourd'hui.
Un fonds monétaire aujourd'hui, au mieux, ça fait moins 0,20. Si les frais sont très faibles, au pire, ça fait quasiment moins 0,80. C'est de ça dont on parle. Donc il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'on va perdre de l'argent. Et ils ont pas de produits garantis. Et d'ailleurs, je vais poser la question des produits garantis. Je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que vous avez comme produit garanti? Ah bah c'est pas considéré comme approprié. Tout de suite, il m'a dit, c'est pas considéré comme approprié pour les solutions de retraite, Jean-Denis. Tout de suite. Il dit, bah non, c'est beaucoup trop cher, c'est trop risqué pour l'employeur, on fait pas. Donc il y avait une forme de logique financière derrière qui m'a intéressé. Donc voilà, très forte. On a un gap culturel, mais ça a deux effets, si je puis me permettre. C'est que le premier, c'est que le financement de l'économie aux États-Unis, c'est 2/3 des marchés financiers, alors qu'en Europe, c'est 2/3 des banques. Et quand on voit la situation des risques systémiques bancaires, c'est aussi une hypothèque sur l'Europe et sur ses besoins d'investissement. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que, contrairement aux idées que l'on a, c'est qu'il y a un régime d'assurance vieillesse aux États-Unis. Hein. Donc il y a un premier pilier qui existe, qui n'est pas énorme, mais ça aussi ajoute à la chose. Alors, merci pour cette déjà introduction. Donc, je propose maintenant qu'on regarde un peu le nouveau père qui a été mis en place. On a maintenant un peu de recul, hein, et je vais demander donc déjà à Pierre-Emmanuel s'il peut nous donner déjà un peu une situation, le rappel peut-être des objectifs de la loi Pacte. Et puis, naturellement, Jean-Denis donnera aussi son point de vue sur cette rétrospective. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'au moment de la loi Pacte, personne n'a dit ce que vient de dire Jean-Denis. Personne n'a dit que le Perrin, c'était le fonds de pension anglo-saxon introduit sur le marché français. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand vous regardez les règlements de fonds de pension américains, vous avez un compartiment individuel, un compartiment qui est lié à une forme d'épargne salariale dans l'entreprise et un compartiment qui est lié aux contributions définies. Donc typiquement les systèmes type article 83. En fait, au moment de la loi Pacte, on a proposé un nouveau plan d'épargne retraite qui révolutionne complètement notre façon de travailler. Mais ce fonds de pension, ce plan d'épargne retraite, il est directement importé des pays anglo-saxons. Si on revient effectivement un an en arrière, jour pour jour, hein, parce que l'entrée en vigueur de la loi Pacte, c'était le 1er octobre 2019 pour le plan d'épargne retraite. Dans la loi Pacte, il y avait 3 objectifs. Premier objectif, c'était d'inciter les entreprises, et en particulier les plus petites, à partager le profit. Ça a été fait dès le 1er janvier 2019. Comment est-ce que ça a été fait? Ça a été fait avec une suppression du forfait social, vous savez, la taxe sociale qui est payée par les entreprises sur les flux d'intéressement, de participation et d'abondement. La suppression du forfait social dans les entreprises de moins de 50 salariés sur intéressement, participation, abondement, et sur l'intéressement dans toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Deuxième objectif de la loi Pacte, proposer une enveloppe qui soit enfin intéressante et que les épargnants puissent apprivoiser et s'approprier. Là, la logique a été très simple. On a écouté les épargnants. Et là, sincèrement, on tape tous régulièrement sur le gouvernement et le législateur, mais cette fois-ci, je pense qu'il faut les féliciter. Parce que pour la première fois, on a eu une réforme des retraites supplémentaires qui a écouté l'épargnant. Historiquement, pourquoi est-ce qu'on a peu d'épargne retraite en France? C'est parce que, en gros, on manie la carotte et le bâton. On dit aux épargnants, investissez pour votre retraite, vous allez bénéficier d'exonérations fiscales et sociales. Donc là, les épargnants ont envie. Mais on leur dit, en sortie, vous pourrez récupérer votre épargne sous forme de rente viagère. Et évidemment, on le sait, les Français n'aiment pas la rente viagère. Et personne, je pense, dans cette salle, n'a envie de constituer une épargne retraite qui pourra sortir uniquement sous forme de rente viagère. Deuxième point, on a coutume de dire que pour préparer sa retraite, la meilleure façon de commencer à préparer sa retraite, c'est d'acheter sa résidence principale. Et bien sur ces 2 points, le législateur a donné des garanties à l'épargnant, puisqu'on leur a dit, vous pourrez récupérer votre épargne retraite sous forme de capital
de rente, de rachat fractionné, vous ferez ce que vous voudrez en sortie sur votre épargne retraite. Donc on a fait sauter le verrou de la rente viagère obligatoire. Et deuxième point, on a dit aux épargnants, vous pourrez récupérer votre épargne pour l'acquisition de votre résidence principale. Pas la première, mais toutes les résidences principales au cours de votre vie. Alors après, on peut débattre de l'intérêt fiscal de liquider en cours de vie active son plan d'épargne retraite. La réalité, c'est qu'on a offert une porte de sortie aux épargnants avant la retraite. Et avec ça, on a fait sauter le deuxième verrou qui bloquait le développement de l'épargne retraite, qui était le blocage, l'aliénation du capital jusqu'à la retraite. Donc, une fois encore, c'est une réforme pacte qui est ultra pragmatique. Et ça, on peut le voir. Hein, on peut le voir au bout d'un an. On a déjà, au-delà des chiffres sur lesquels on reviendra tout à l'heure, Lionel, on a déjà une appétence particulière des épargnants. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, vous, avec vos clients directement, mais les épargnants, aujourd'hui, sont intéressés, sont attirés par ce nouveau plan d'épargne retraite. Troisième point de la loi Pacte, qui était très important également, qui était de flécher les flux d'épargne, qui, on l'a dit, sont très abondants en France, les flécher non pas vers les fonds monétaires ou les fonds garantis, les obligations, flécher les flux d'épargne vers l'économie productive, financer l'économie, vous le disiez Lionel. On a un problème en France, puisque on n'a pas suffisamment d'investisseurs en actions, et on se lamente systématiquement en France que les fleurons de nos industries soient en fait détenus par des retraités américains. Et donc ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit avec une gestion financière, sur laquelle on reviendra tout à l'heure également, qui a été simplifiée, mais sur laquelle on a voulu prendre l'épargnant par la main en lui disant la solution d'épargne par défaut, quand on investit à un horizon retraite, je rappelle que l'horizon retraite, c'est à la fois lointain pour la plupart des investisseurs et certain, puisque même si on peut récupérer pour acquisition de la résidence principale, la plupart des épargnants resteront 15 ans, 20 ans investis sur leur plan d'épargne retraite. La solution d'épargne par défaut, c'est une gestion pilotée, et une gestion pilotée sur laquelle, une fois encore, le législateur a été extrêmement pragmatique. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas collé des grilles de gestion pilotée trop prudentes, on ne nous a pas collé des contraintes invraisemblables. La seule contrainte qui a été posée et qui est vraiment structurante, c'est le financement des petites et moyennes entreprises. Puisque dans les grilles de gestion pilotée, on doit inclure 10% de fonds, de fonds qui vont investir dans les PME. Donc vous le voyez, 3 piliers. Partager le profit dans les petites entreprises, parce que contrairement aux grandes entreprises, dans les petites entreprises, il y a finalement assez peu de développement, de déploiement des dispositifs, d'intéressement, de participation et d'abondement. Deuxième point, proposer enfin une enveloppe qui donne envie aux épargnants de préparer leur retraite. Et troisième point, le financement de l'économie. On peut rentrer un peu dans le détail du nouveau père? Bien sûr. Hein? Déjà, premier point, si on veut comprendre quelque chose à la réforme Pacte, il faut oublier la notion de produit. Jean-Denis l'a dit tout à l'heure, aux États-Unis, on a une fluidité parfaite entre les produits individuels et les produits collectifs. Je quitte mon entreprise, je rapatrie mon épargne d'entreprise sur un produit individuel. Ce qu'a voulu faire le législateur, c'est exactement la même fluidité. L'objectif, c'était qu'un épargnant puisse conserver son plan d'épargne retraite tout au long de sa vie. Ou alors, s'il le souhaite, puisse changer de gestionnaire en cours de vie, mais sans changer la logique et la structuration de son épargne retraite. Et c'est la raison pour laquelle, dans un plan d'épargne retraite, on a 3 compartiments. On a un premier compartiment, le compartiment des versements volontaires, qu'on peut en fait subdiviser en 3 sous-compartiments. Compartiment des versements déductibles, soit du revenu professionnel, soit du revenu universel. Un compartiment dans lequel on peut également faire des versements non déductibles. Et tout ça, c'est dans le premier compartiment. Vous avez ensuite un deuxième compartiment, qui est le compartiment de l'épargne salariale, qui va être alimenté par l'intéressement, la participation et l'abondement éventuel à l'entreprise. Et le troisième compartiment, qui se substitue au contrat de retraite supplémentaire d'entreprise, type 83. Et dans tout plan d'épargne retraite, vous avez obligatoirement ces 3 compartiments. Et depuis aujourd'hui,
tout gestionnaire qui propose un plan d'épargne retraite doit autoriser les transferts entrants de n'importe quel dispositif. Il y avait un moratoire d'1 an pendant lequel on pouvait proposer un plan d'épargne retraite avec un seul compartiment actif. Et c'est ce que la plupart des gestionnaires ont fait. Ils ont d'abord commencé à travailler sur le compartiment le plus simple, le compartiment des versements volontaires, qui se substituait en fait au PERP et au Madelin. Et vous avez eu, en fin d'année dernière et en début d'année, essentiellement des gestionnaires qui se sont positionnés sur ce compartiment. Mais depuis aujourd'hui, tous les compartiments dans un plan d'épargne retraite doivent pouvoir être alimentés par transfert. Ce qui veut dire qu'un épargnant qui a ouvert un plan d'épargne retraite peut obligatoirement aujourd'hui imposer aux gestionnaires de rapatrier tous ses contrats d'épargne retraite sur ce même plan d'épargne retraite. Y compris l'assurance vie? Alors l'assurance vie, vous le savez, c'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine quand on parle d'épargne en France. L'assurance vie, le législateur a été assez volontariste également, puisqu'il a créé une passerelle qui permet de faire une espèce de transfert des avoirs d'assurance vie vers le plan d'épargne retraite. Si je suis épargnant et que je suis à plus de 5 ans de la retraite, donc si j'ai moins de 57 ans, si j'ai un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans, je peux racheter mon contrat d'assurance vie avec un abattement majoré. Donc l'abattement passe de 4 600 à 9 200 ou de 9 200 à 18 400 si je suis marié ou pacsé. Et donc je suis exonéré de fiscalité sur un abattement doublé. Et quand j'investis dans mon plan d'épargne retraite, je bénéficie aussi de la déductibilité fiscale. En fait, cette passerelle-là permet d'avoir un double avantage fiscal. Et alors attention, c'est jusqu'au 31 décembre 2022. Alors, on imagine que cette passerelle pourra être prolongée, on l'espère tous, mais on voit aussi, une fois encore, c'est ce souci de pragmatisme. C'est-à-dire, le gouvernement sait que l'épargne en France, c'est dans les contrats d'assurance vie que ça se passe. On sait que les contrats d'assurance vie sont trop investis en fonds en euros. On propose une enveloppe assez attrayante, même très attrayante à l'épargnant, et on l'encourage à basculer ses stocks d'investissement de l'assurance vie vers le plan d'épargne retraite. Jean-Denis, est-ce qu'on peut avoir votre analyse sur cette première année, si je puis dire, ou un peu plus de WAPACT, comment vous l'avez vu aussi dans votre entreprise? C'est vraiment une première année, je crois, parce que c'est le 1er octobre, donc c'est un bel anniversaire. Alors, comment on l'a vu? Nous, on le voit de deux côtés. On le voit avec nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine, bien sûr, sur la partie individuelle, et puis on le voit aussi sur la partie collective. Alors, sur la partie individuelle, je dirais que les assureurs, globalement, ça s'est fait un petit peu dans la précipitation fin d'année dernière. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu, c'est vrai que les offres se sont fait un petit peu rapidement. Et il y a l'aspect défiscalisation que tu as mentionné, effectivement, en fin d'année, où on a vu un relais important, hein, puisque c'est assez cyclique. C'est vrai qu'en fin d'année, grâce à la composante défiscalisation, le PER individuel remporte toujours un grand succès. Donc là, on a vu pas mal d'appétence, mais globalement de l'appétence de la part des épargnants. Et malgré le Covid, où là, forcément, il y a eu une forme de coup d'arrêt, ça continue de se propager auprès des épargnants globalement. Ça reste un produit patrimonial, principalement pour les contribuables qui sont imposés dans la tranche marginale supérieure à 30%. Et donc, pour vous, c'est vrai que c'est un bel outil patrimonial et c'est également reconnu. Je pense qu'il y a aussi intérêt à ce que peut-être auprès de la population, et là ça serait plus vis-à-vis du législateur, d'essayer de rendre l'outil encore plus accessible globalement pour essayer de rattraper nos collègues américains, puisque vous l'avez compris, on a quand même pas mal de retard. Sur la partie collective, je dirais que ça a été... alors là, pour le coup, le Covid a mis un peu plus une forme de coup d'arrêt, parce que forcément, dans les entreprises, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, nous, on le voit au travers des interactions qu'on peut avoir avec les collectives et des appels d'offres qu'on reçoit. L'activité redémarre assez fortement. Et donc, à la fois sur la partie individuelle et sur la partie collective,
je dirais que c'est le début du voyage et une forme de décomplexion qu'on peut avoir du sujet de l'épargne retraite en France, de décomplexifier un peu les choses. Donc c'est positif. Je reviendrai sur un point qu'a mentionné Pierre-Emmanuel sur la notion d'allocation d'actifs et de la situation qu'on a en France. Vous savez, globalement, alors selon les statistiques, on a à peu près 13 000 milliards d'actifs avec une grosse composante immobilier en France, qui représente globalement 8 000 milliards. Donc c'est énorme, tout ce qui n'est pas financier. Le reste, c'est du financier. Alors selon les statistiques, en gros, ça évolue entre 4 et 6 000, mais c'est la partie financière. Sur cette partie financière, on a aujourd'hui un peu plus de 2 tiers d'actifs sans risque. Tu as mentionné l'assurance vie, mais avec la composante fonds euros qui est très importante. Et puis, bien sûr, tout ce qui est livret réglementé, qui continue beaucoup de progresser. Et c'est ça qui est un peu frustrant aujourd'hui en France, c'est qu'on voit qu'on a une capacité d'épargne, tu l'as mentionné, qui est très importante. Mais cette capacité d'épargne, malheureusement, elle va beaucoup sur les livrets, sur l'épargne réglementée, encore aujourd'hui. Bien sûr qu'on peut se faire du souci dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui et qui inquiète, et du coup on veut une épargne de précaution, mais quand on s'agit de la retraite, c'est vrai qu'il faut réussir à faire le pas et puis à aller prendre un petit peu plus de risques pour des bonnes raisons. Je pense que ce sera l'objet de la troisième partie. Sur le point qui est lié à l'épargne vers l'économie productive, avec le PME également, je dirais qu'il y a quand même un changement. Nous, on regarde beaucoup les flux en tant que société de gestion à une échelle internationale. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a quand même un changement où effectivement, il y avait beaucoup du... D'ailleurs, j'ai vu un article ce matin dans la presse sur le CAC 40 est un peu plus détenu par les Français que par les étrangers. En fait, très étonnamment, sur les marchés boursiers, on a perdu l'investisseur qui venait normalement pour se financer sur les marchés boursiers. Pourquoi ? Parce que on a eu un phénomène de rachat d'actions, donc des entreprises qui rachètent leurs propres actions, en particulier aux États-Unis, mais pas seulement. Le buyback, comme on dit, où les entreprises vont acheter leurs propres actions et faire monter les cours. Finalement, c'est un peu choquant de voir ça comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. Et il y a quand même une transformation qui se fait. C'est-à-dire que ces acteurs à poche profonde qu'étaient les entreprises, avec la crise du Covid, elles ont une situation financière en termes de capitaux propres qui est un peu plus compliquée. Donc vous voyez 2 choses. Vous voyez les rachats d'actions ainsi que les distributions de dividendes qui sont un peu plus à la peine. Et c'est normal. On va plutôt essayer de consolider les bilans des entreprises. Qui prend le relais ? En fait, il y a 2 acteurs qui prennent le relais. Il y a un acteur qui est celui qui a les poches les plus profondes, sont les banques centrales, et donc la Fed en premier. J'ai regardé un peu les statistiques. On a dépensé en termes de politique monétaire 100 fois plus entre le mois de février et le mois d'août que nous avions dépensé post-crise 2008. Donc c'est pour vous donner une idée de l'afflux massif de liquidités des banques centrales. Et j'en discutais avec notre CIO Romain Baucher Equity, qui disait bientôt la BCE, en tout cas avant que je prenne ma retraite, achètera des actions. Et donc on a un soutien qui est très fort sur demain sur les actions aujourd'hui. On voit que c'est pareil au Japon, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Europe, où on va avoir les actions. Les Américains qui ont cette expression TINA, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative à l'action aujourd'hui dans un environnement de taux bas qui vont rester bas. Et donc en France, on est dans cette situation où on doit réussir à faire prendre un peu plus de risques à nos épargnants français. Peut-être pas aller dans l'excès des Américains, parce que me disait, je reviens sur la discussion que j'ai eue avec notre collègue aux États-Unis, qui me disait, c'est incroyable, nous on essaye plutôt de diversifier. En fait, il y a beaucoup, les Américains sont très leveragés, et on essaye aussi pour pas mal d'entre eux de diminuer le risque dans leur portefeuille. On n'est pas encore là en France, mais il y a effectivement une volonté de vouloir diversifier un peu plus, d'où les fonds target, mais on va y revenir dans la dernière partie, qui ont du sens, puisque c'est un problème où on a quand même pas mal d'Américains, on l'a vu, qui sont très leveragés, on l'a vu aussi avec la crise immobilière, et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas le bon modèle, le bon modèle c'est peut-être entre les deux, mais d'essayer de diversifier un peu plus les actifs. Ce qu'on peut dire, si je fais des catastrophes, c'est qu'en fait, il y a un vrai problème d'acculturation
à la fois sur la retraite, sur le conseil du choix, puisque Pierre-Emmanuel a bien montré l'étendue des gammes possibles avec les compartiments qui ont aussi leur propre fiscalité. Donc il y a un élément quand même de conseil important. Et une fois qu'on a passé ce cap-là, j'introduis le deuxième élément que Jean-Denis donne. Après, il faut donner de l'assurance aux gens dans la gestion qu'on va leur proposer. La gestion pilotée, donc on va voir ces aspects-là, mais je pense qu'il y a un élément essentiel de conseil aujourd'hui qui existait peut-être pas avec autant d'acuité avant la crise, mais c'est clair qu'aujourd'hui le conseil va devenir indispensable. Alors déjà, c'est une obligation. Dans la loi Pacte, il y a une formalisation du devoir de conseil à chaque étape significative de la vie du produit. Donc ça, le devoir de conseil, vous le connaissiez à l'ouverture des contrats. Maintenant, c'est à chaque étape significative de la vie du contrat, à l'ouverture, au transfert, aux arbitrages évidemment, mais aussi à la liquidation. Et ça, c'est de notre point de vue, c'est un super accélérateur pour nos professions, parce que finalement, c'est grâce à ce devoir de conseil renforcé qu'on va pouvoir déployer une ingénierie fiscale, sociale, patrimoniale à forte valeur ajoutée. Et ça, sincèrement, si ce n'est pas nos professions qui le font, ce n'est pas les réseaux bancaires qui vont le faire. Donc, le fait d'avoir une contrainte dans la loi Pacte sur le devoir de conseil, on pense que c'est un super levier d'efficacité pour nos métiers. Et ça, on le voit aussi dans les chiffres. On a peu parlé de chiffres, mais c'est vrai qu'on voulait faire un bilan de la loi Pacte au bout d'un an. Alors, il y a plein de chiffres qui circulent sur le formidable démarrage du PER. Grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que c'est probablement le meilleur démarrage de l'histoire pour des produits d'épargne retraite. Et ça, les chiffres le montrent. Ce qui est plus intéressant que le meilleur démarrage de l'histoire, c'est de voir que c'est finalement, contrairement aux produits historiques, je ne sais pas si vous vous souvenez du lancement du PERP en 2004, mais le lancement du PERP en 2004, c'était une blague. C'est-à-dire que les réseaux bancaires ont fait des bâtons, ils ont vendu 2 millions de PERP en 1 an et demi, sur lesquels il y avait 100, c'était déjà l'euro, 100 euros à l'époque. Et en fait, le truc a végété pendant 15 ans, alors que ce qu'on voit sur le nouveau plan d'épargne retraite, c'est qu'il y a eu une véritable appropriation du dispositif. Je vais vous donner un chiffre de chez nous, parce que là, les chiffres de chez nous, on les connaît, et il n'y a pas de débat là-dessus. On a lancé une offre PERP en 2014. Entre 2014 et 2019, chez RS, on a ouvert 10 000 PERP. On a lancé notre offre PER individuelle au 1er octobre 2019. En 3 mois, on a ouvert plus de 5000 plans d'épargne retraite grâce à vous. Donc, en 3 mois, on a fait la moitié de ce qu'on avait fait en 5 ans. Ça, c'est d'abord la preuve que le dispositif intéresse les clients. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est que c'est un dispositif sur lequel la part de marché de la distribution à forte valeur ajoutée, les courtiers, experts, les conseillers en gestion de patrimoine, la part de marché de la distribution à forte valeur ajoutée est beaucoup plus importante que sur les produits traditionnels type assurance vie. On estime que la part de marché des courtiers des courtiers CGP est de l'ordre de 20%, là où, vous le savez, en assurance vie, on est à peine à 10%. Donc le fait que la réglementation mette quasiment des barrières à l'entrée avec cette obligation de conseil, le fait qu'on ait un produit qui soit en cible, plus simple que la réalité d'aujourd'hui, mais en termes de pédagogie immédiate, plus compliqué que le monde d'avant, c'est, de notre point de vue, des super leviers pour nos professions. On va passer maintenant à la troisième et dernière partie, c'est la gestion. Et donc là, comme je le disais tout à l'heure, mais on vient de le dire aussi dans les 2 parties précédentes, on est quand même dans un environnement complexe, c'est pas évident. Et donc là aussi, le conseil au niveau de la gestion, de l'accompagnement, va être essentiel. Parce qu'en fait, on embarque les gens sur 30 à 40 années.
Et si on faisait la rétrospective, on se remet il y a 40 ans, on voit que le monde quand même a énormément changé. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas capable de gérer sur des horizons longs. Et là, je vais demander à Jean-Denis de nous donner voilà, un peu quelles sont les grandes règles qu'il faut appliquer sur cette gestion de long terme. Je vais commencer par reprendre l'exemple des États-Unis où je lui ai posé exactement la même question et je lui ai dit mais comment ça fonctionne sur le plan financier dans le cadre des IRA ou des 401K, donc du père individuel ou du père collectif. Et il m'a donné l'exemple du collectif où il m'a dit sache que 98% des entreprises proposent des fonds horizon, des target funds. Et pour 91%, c'est la solution par défaut. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de, quelque part, en termes de distribution, pas de nous décharger du risque, mais de dire, voilà, vous avez un horizon, vous le connaissez, c'est l'avantage de la retraite. C'est un peu différent, effectivement, dans l'épargne entreprise, puisqu'on est sur des périodes plus courtes, mais aujourd'hui, sur la partie retraite, où vous pouvez véritablement définir un horizon avec votre client et puis pouvoir proposer la solution d'allocation d'actifs la plus pertinente. Et là, il y a, je pense, un peu un sujet. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut bien comprendre la notion d'aversion au risque des clients, mais en même temps, il faut bien comprendre aussi que c'est en allant sur un investissement action sur le long terme qu'on peut réaliser les meilleures performances. Alors forcément, je regardais les chiffres aux États-Unis, je vous ai donné 300 000, 400 000 dollars après 15 années d'investissement, et ils sont très exposés en actions US, et forcément, quand on voit ce qui s'est passé sur les marchés actions US aujourd'hui, on a des épargnants américains qui sont évidemment très contents. Dans notre cas, ce qu'on privilégie, et c'est les échanges qu'on peut avoir avec nos clients aujourd'hui, ce sont des fonds horizon. Donc aujourd'hui, dans les plans d'épargne retraite, vous avez effectivement ce qu'a mentionné Pierre-Emmanuel, une solution par défaut sur une grille de désensibilisation avec par défaut la grille équilibrée. Et elle est bien faite, cette grille équilibrée, parce que, je vérifiais les chiffres, effectivement, sur la grille équilibrée horizon retraite, les contraintes sont d'avoir, à horizon 10 ans, au moins 20% d'investissement à faible risque, c'est-à-dire du SRRI 3 dans les portefeuilles. Et puis, ça se désensibilise, vous devez en avoir 50% entre 5 et 2 ans, et 70% 2 ans et moins. Donc on voit bien qu'il y a une forme de désensibilisation sur l'équilibré qui est la solution par défaut. Est-ce que c'est bien ou mal d'avoir choisi la partie équilibrée sur la solution par défaut? Je ne me prononcerai pas, parce que c'est vrai que sur la partie retraite, et je comprends le législateur d'être parti sur une solution équilibrée plutôt qu'une solution dynamique ou prudente. Ça me semble logique. En revanche, le travail qui doit être fait, c'est plus un travail de se dire, au travers de cette grille-là, ça c'est la réglementation. Après, j'ai regardé un peu les grilles des assureurs, et là, je me rends compte que parfois, ces grilles sont un peu plus prudentielles. C'est-à-dire que, pour des bonnes raisons, c'est fait par des actuaires qui connaissent très bien leur métier et qui, pour des raisons diverses et variées, vont mettre du SRRI 4, par exemple, à horizon 20 ans, voire du SRRI 3 parfois. C'est-à-dire qu'ils vont être un petit peu plus prudents dans l'allocation d'actifs. J'ai regardé les statistiques, et c'est quelque chose, si vous pouvez passer sur notre stand, vous verrez, il y a un petit QR code et il y a beaucoup de livrets qui expliquent en fait les marchés financiers et l'intérêt de l'investissement à long terme. Je vais vous donner juste un chiffre sur 30 ans. On a un graphique comme ça où vous avez le temps d'un côté et puis les performances de l'autre. Un an, quelle est la performance sur les marchés actions et si vous gardez votre investissement pendant 30 ans. Et vous vous rendez compte, en fait, c'est une sorte de cône qui se réduit et d'un côté, vous avez les performances maximum et les performances minimum. Sur un an, marché action, vous pouvez gagner 62% au mieux, vous pouvez perdre 30-35% à peu près au pire sur la période étudiée. On a étudié sur très longue période, sur 40 ans. Si vous partez sur une période de 20 ans,
en fait, le cône, évidemment, très logiquement, se réduit, et la différence entre la performance maximum et la performance minimum se réduit énormément. On dit financièrement que les marchés actions sur très long terme, ça sort une performance totale, dividende inclus, d'environ, alors les experts se battent un peu, mais on va dire entre 6 et 8, parce qu'il y a un peu, tous les chiffres, je vais dire entre 6 et 8. Le chiffre que je vais donner là, c'est 8,65 maximum à 20 ans, 5,96 minimum à 20 ans. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est sur des horizons longs, essayons au mieux de privilégier des actions, mais des actions diversifiées. C'est-à-dire pas seulement du pays développé, aussi de l'émergent, et donc d'avoir une véritable gestion diversifiée sur la composante action, et puis d'introduire, bien évidemment, au fur et à mesure de l'approche de l'échéance, des composantes obligataires, mais pas forcément des composantes obligataires gouvernementales, zone euro. Il y a beaucoup de choses à aller chercher sur la partie rendement, en particulier également sur les marchés émergents, de diversification, sur également des supports immobiliers de façon marginale. Et donc, ce travail d'allocation d'actifs qui nous semble très important a de la valeur, on le pense, par rapport à certaines grilles. Je ne dis pas que les grilles, ce n'est pas bien, je pense que c'est une super solution parce que c'est une solution de désensibilisation. Ce que je dis, c'est que si vous voulez avoir des solutions qui sont gérées très activement, au quotidien, les fonds à horizon, qui se retrouvent dans la gestion libre, ce n'est pas la solution par défaut, puisque la solution par défaut, c'est forcément la grille. C'est la solution. Et c'est ce qui a fait le succès de Fidelity aux États-Unis, comme je disais, qui gère quand même un peu plus de 20% des 401K aux États-Unis. Et c'est ce que beaucoup de nos clients plébiscitent aujourd'hui au travers de nos fonds target, de nos fonds horizon, avec quelques assureurs partenaires. Donc cette composante-là, à mon sens, elle est importante. Vous voyez, pour vous donner un exemple, à 25 ans avant l'échéance, je regardais l'allocation d'actifs de nos fonds horizon, on est Action Europe à 30%, 50% global ex-Europe et 20% émergent. Et c'est vrai que ça enregistre de très très belles performances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la volatilité, mais c'est le gros avantage de ces fonds target, de ces fonds horizon, c'est que le temps est notre allié. Et là, vous avez commercialement une démarche assez facile, c'est vous inquiétez pas, on gère, et regardez pas ça tous les 6 mois, ça ne sert à rien. Et c'est là où les Américains ont été relativement forts. Et c'est là, je pense, où on a un petit peu plus d'efforts à faire. Le législateur a tout fait pour. Moi, ce que j'espère, c'est que au fur et à mesure, on ait une gestion libre qui puisse concurrencer de façon intelligente au travers de ces fonds à horizon la grille de désensibilisation. C'est 2 solutions différentes, mais c'est 2 solutions pertinentes, bien encadrées en termes de risque et qui méritent de rentrer un petit peu dans l'explication avec le client, parce que là, il y a une vraie valeur ajoutée. Quand on a du temps, donner du temps au temps. Et ce que je dis toujours, c'est que le pire des risques aujourd'hui, c'est de ne pas prendre de risques. Le pire des risques, c'est surtout sur des horizons retraite, c'est de ne pas pouvoir en prendre. Oublions les problématiques de market timing. Le market timing, on se plante 1 fois sur 2. Même nous, gérants d'actifs, il n'y a personne qui avait prévu la crise du Covid, et puis vous pouvez repartir sur la faillite de Lehman. Franchement, il faut rester extrêmement modeste sur tout ça. La macro, c'est très bien, mais on se rend compte que toutes les crises sont différentes et que c'est très difficile d'anticiper les crises. Donc partons sur des fondamentaux qui sont beaucoup plus solides, comme ce que je viens de décrire là, et qui s'avèrent pertinents à long terme. C'est vrai qu'à 2 ans, 3 ans, c'est plus compliqué, forcément. Et là, la composante tactique est plus compliquée. Et commercialement, pour vous, c'est aussi plus compliqué, c'est prendre plus de risques. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'épargne retraite et à ce qu'a fait le législateur. Et je pense qu'on est à un mouvement charnière sur l'épargne retraite aujourd'hui. Cette communication-là, on doit la faire avec les bons produits. Et c'est vrai que chez nous, chez Fidelity, l'expérience qu'on a sur les targets, c'est vraiment quelque chose qui nous donne confiance dans l'avenir pour pouvoir mieux allouer l'épargne des Français vers des solutions financières plus pertinentes. Donc laissons du temps au temps, essayons d'éviter le market timing, vive le versement programmé. Je me posais... Non mais tu as raison. Il faut pas oublier que le plan d'épargne retraite, c'est un produit en fait à abonnement. Puisque c'est un produit qui a une vertu fiscale de déduction du revenu. En fait, on voit que les épargnants investissent tous les ans une somme qui est grosso modo 10% de leur revenu de l'année précédente. C'est le fameux plafond d'épargne retraite.
Et donc ça, effectivement, ce produit abonnement, avec des versements programmés, ça doit effectivement nous emmener à proposer des allocations un peu plus risquées que ce que prendraient les investisseurs au départ. Un chiffre, parce que c'est toujours important aussi de voir ce que font les investisseurs réellement. Chez nous, on constate un taux d'UC sur notre plan d'épargne retraite de plus de 75%. Et les épargnants retiennent la gestion pilotée une fois sur 3. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que le plan d'épargne retraite, on l'a dit, hein, nous, on est convaincus, on pense que c'est une solution qui est extrêmement bien pensée. Et si je reviens sur ce que tu disais sur la gestion pilotée, en fait, la gestion pilotée ou les fonds à horizon, il y a une volonté, finalement, d'aider l'épargnant à prendre des décisions intelligentes un peu malgré lui. Je vous donne un exemple. Je suis investisseur, j'investis fin 2019, donc en décembre, 1 000 €. 1 000 € que j'investis de façon, disons, équilibrée, donc à 50% sur les obligations, 50% sur les actions. Donc j'investis fin 2019, 500 € en actions, 500 € en obligations, au pire moment. Un trimestre plus tard, mon épargne sur les actions a baissé de 40%, les 500 ne valent plus que 300. Et les obligations se sont maintenues à 500. Dans sa grande sagesse, le législateur a prévu un rebalancement des allocations en gestion pilotée. Ce qui veut dire que au 31 mars, j'ai 800 d'épargne. On va rééquilibrer à 50-50, donc à 400 en actions, 400 en obligations. Ce qui veut dire qu'avec cette mécanique un peu contre-intuitive, en tout cas contre ce que ferait l'épargnant naturellement, on va vendre des obligations au plus haut, on va vendre 100 d'obligations pour se repositionner à 100 en actions, pour avoir un portefeuille à 400-400. Et donc, avec cette mécanique de gestion pilotée et de rebalancement régulier, on aide l'épargnant à prendre des bonnes décisions dans des marchés compliqués. Donc, il va vendre les actifs quand ils sont très chers et en racheter quand ils sont peu chers. Donc, on a vraiment aujourd'hui un outil qui accompagne l'épargnant dans des décisions qui sont difficiles, mais qui l'aide à prendre des décisions difficiles, un peu malgré lui, il faut le dire aussi. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe un peu aux questions, et puis on reprendra la parole pour notre conclusion. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent poser des questions? Dans ce cas-là, vous avez des micros. Ne touchez pas naturellement les micros, mais vous avez la possibilité éventuellement d'interroger nos deux experts sur ces aspects à la fois de produits, pairs, fiscalité, et puis sur l'aspect gestion que l'on vient de voir, mais il y a sûrement de votre part des précisions que vous souhaiteriez obtenir. Monsieur là-bas, si vous pouvez à moins qu'on vous ayez une très belle voix de... Bon, allez-y, tentez. Alors, dans le cadre des gestions pilotées, l'allocation, elle est définie par période. Donc, en fait, ces rebalancements, ils sont soit trimestriels, soit semestriels, au minimum semestriels. Si vous voulez prendre plus de risques au moment où les marchés sont bas, dans ce cas-là, il faudra sortir de la gestion pilotée pour aller en gestion libre. Et là, vous positionnez sur quelque chose de plus dynamique encore. Ça dépend de chaque gestionnaire. Ouais, ça dépend de chaque gestionnaire. C'est possible réglementairement parlant. Après, ça dépend des fonctionnalités produits. Je vais répondre à la question de monsieur sur la partie fonds à horizon, puisque là, dans le cadre des fonds à horizon, vous investissez dans un fonds à horizon avec une maturité et le gérant va prendre des décisions d'allocation d'actifs. Dans le cas que vous évoquez là, où il y a un gros mouvement de marché, on a ce qu'on appelle une allocation tactique autour d'une allocation stratégique de référence pour pouvoir resensibiliser en risque le portefeuille. Donc ça, c'est géré au quotidien. Moi, c'est l'avantage que je vois principal au travers de cette gestion à horizon, c'est que c'est géré au quotidien
Alors que sur l'aspect gris, il y a quelque chose d'un peu systématique, forcément, où vous avez une désensibilisation automatique. Là, au quotidien, on va gérer, on va rajouter un peu d'émergent, on va retirer de l'émergent, on va rajouter des actions globales. Donc, tous les jours, il y a des mouvements qui sont faits sur le portefeuille dans une limite de gestion indiquée dans le prospectus, hein, évidemment. On ne va pas faire n'importe quoi, puisqu'on a quand même un objectif avec une échéance définie, mais il y a une latitude de gestion qui est importante. Puis sinon, j'ai vu une question, je n'ai pas été très clair sur quelque chose, où j'ai dit tout à l'heure on me pose la question de savoir, vous avez parlé tout à l'heure des banques centrales qui rachètent les actions aujourd'hui, c'est plus les entreprises, donc c'est deux acteurs, les banques centrales, effectivement, qui ont les poches profondes, et puis les particuliers. Donc si j'ai oublié de le mentionner, c'est dommage parce que c'était l'idée principale. Les particuliers, c'est-à-dire que vous l'avez peut-être vu, une plateforme qui s'appelle Robinhood aux États-Unis, qui, post-Covid, on a vu des flux massifs de souscription des clients américains pour revenir en bourse. Et il y a quelque chose de très intéressant en France. C'est qu'en France, normalement, quand il y a des gros mouvements de marché, systématiquement, les épargnants finaux prennent la mauvaise décision. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font ? Les marchés s'effondrent et ils vendent. Eh bien, pour la première fois cette année, c'est l'inverse qui s'est passé. Pour la première fois, il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord parce qu'on avait un bull market, un marché haussier qui a été très très long pendant plus de 10 ans. Et donc, il y a des gens qui étaient sortis du marché un peu tôt et qui avaient un peu de frustration et qui attendaient de revenir. Et du coup, qu'on en profitait après le Covid pour revenir. Mais nous, on l'a vu sur la partie flux, les particuliers globalement reviennent sur les marchés actions en France, en Europe et aux États-Unis. C'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va avoir deux acteurs finalement, plus d'entreprises qui ne peuvent plus faire de rachat d'actions et qui ont diminué les dividendes, qui s'occupent plutôt de leurs capitaux propres et qui vont essayer de renforcer leurs capitaux propres, et d'ailleurs qui sont rémunérés pour ça, puisque c'est ce qu'on a vu aussi en termes de style de gestion, les valeurs qualité, croissance, avec des capitaux solides. En fait, celles qui ont des bénéfices par action qui augmentent, c'est celles-là qui sont rewardées par le marché, qui sont récompensées par le marché. Et ça va continuer, on le pense. Donc, même si elles sont chères d'ailleurs, bon, je dérive un peu là, mais peu importe. Et puis, vous avez les particuliers qui reviennent, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Je suis ravi de voir que le CAC 40 appartient un peu plus aux Français, mais c'est probablement un effort de long terme que nous, producteurs, distributeurs, ensemble, on doit réussir à accompagner. Voilà, j'espère. Alors, d'autres questions, monsieur. Et après, monsieur. Oui, si vous pouvez vous déplacer, c'est mieux, parce que comme ça, on entendra mieux la question. Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Donc, merci déjà pour ces explications très très claires. Rapprochez-vous encore un peu du micro. Merci beaucoup pour ces explications très très claires. Ma question sera pour Monsieur Sassonia. Donc déjà, je me présente, je suis Pascal Magnet, je suis du CIES, la Commission intersyndicale de l'épargne salariale. Donc la maison RS dans l'épargne salariale, tout le monde connaît. Dites-moi voir votre sentiment sur vos clients. Pourquoi certaines centrales se sont opposées à la transformation des dispositifs collectifs, type PERCO, vers le PER collectif, en disant c'est moins intéressant fiscalement, messieurs les délégués syndicaux, n'allez pas dans cette voie-là. Qu'est-ce que vous leur répondez dans ce cas-là ? En fait, ce que vous décrivez là, c'est effectivement ce qui s'est passé dans certaines grandes entreprises, beaucoup de grandes entreprises, comme vous l'avez souligné. En fait, le PERCO a gagné beaucoup avec le nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. On a gagné beaucoup, on a gagné une fluidité, on a gagné la déduction fiscale possible pour les versements volontaires, mais on a aussi perdu un petit avantage. Quand des salariés faisaient des versements volontaires dans un PERCO, les plus-values qu'ils généraient sur ce versement volontaire n'étaient soumises qu'à la CSG, au 17.2 de CSG et prélèvements sociaux. Dans le nouveau plan d'épargne retraite, quand on fait un versement volontaire, on peut choisir qu'il soit défiscalisé ou pas défiscalisé. Mais si je choisis qu'il n'est pas défiscalisé, donc si je me mets un petit peu dans le parallèle du monde d'avant, donc un versement non défiscalisé, ce qui est possible, ce versement non défiscalisé, les plus-values qui seront générées, elles seront soumises soit à l'impôt sur le revenu, soit à la flat tax. Et c'est en fait, à mon avis, c'est cette petite aspérité-là qui a déçu certains syndicats qui se sont dit que pour les salariés les plus fragiles,
le PERECO représentait une petite perte d'opportunité par rapport au PERCO historique. Donc nous, on s'est battu pour que, pour les versements non déductibles, on puisse conserver cette exonération d'impôt sur les plus-values. On n'a pas obtenu. Maintenant, je pense qu'un an plus tard, on a probablement aussi des échanges qui sont plus constructifs et qui sont plus volontaristes pour la transformation en nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise. Mais c'est vrai que le démarrage, on a eu effectivement un petit peu de frein pour certains interlocuteurs. Ouais. Monsieur, vous aviez une question aussi. Ma question est simple. Ça porte sur la sortie en capital. Oui. Un ancien contrat Madelin est transféré en PER. Dans quelles conditions on va pouvoir bénéficier de cette possibilité de sortie en capital si on le transfère? Alors, si vous transférez un Madelin vers un PER, que ce soit un PER individuel, un PER d'entreprise collectif ou un PER obligatoire, il sortira en capital sans aucune condition. Alors, sur le marché, on va se parler franchement, il y a des assureurs qui freinent des cas de fer. On a aujourd'hui des assureurs qui nous réclament l'original des conditions particulières signées en 1995. On a des assureurs qui nous disent « Attention, pour transférer un Madelin vers un PER, il faut nous prouver que vous avez changé de statut. » Rien de ça n'est dans la loi. Il faut être très clair. Le transfert du Madelin vers le plan d'épargne retraite, c'est l'article 224-40 du Code monétaire et financier. C'est un transfert de droit. Donc, si les assureurs traînent des pieds, c'est notre responsabilité collective, à vous et à nous, de les faire plier. Alors, si tant est qu'on arrive à le faire, est-ce que On y arrive. votre avis Ouais. sur cette question-là, est-ce qu'on a intérêt à inciter les clients à le faire? Alors ça, je ne sais pas si ça rebondit sur le point qu'on abordait tout à l'heure, sur le devoir de conseil. 99,99% des clients vont vouloir transférer leur Madelin en PER. De notre point de vue, il faut les accompagner dans ce transfert, parce que vous êtes exposés en matière de devoir de conseil, et donc ce qu'il faut faire, c'est leur proposer un comparatif qui est dans la loi, comparatif entre l'ancien dispositif et le nouveau dispositif. Mais simplement, sincèrement, si c'est uniquement comparer, j'ai 10 fonds dans mon contrat Madelin d'origine et 300 fonds dans le nouveau, j'ai une table garantie dans mon Madelin, j'en ai pas dans le nouveau plan d'épargne retraite, etc., ça ne veut pas dire grand-chose. Nous, on pense que le devoir de conseil, il faut l'aborder dans sa complexité. Et donc, c'est pour ça qu'on met à votre disposition des analyses techniques, actuarielles pointues qui vous permettent d'aborder sereinement et exhaustivement votre devoir de conseil. Et de notre point de vue, il ne faut pas en faire un frein réglementaire, mais c'est vraiment un accélérateur commercial. Quand vous mettez dans les mains de votre client une étude de 15 pages qui explique pourquoi est-ce que le transfert vers le PER crée de la valeur malgré peut-être l'abandon de la table de mortalité garantie, vous prouvez une fois encore que vous avez un conseil à très forte valeur ajoutée, une fois encore que votre client n'obtiendra pas chez son assureur de quartier ou dans la banque de réseau. Donc de notre point de vue, une fois encore, le devoir de conseil renforcé, c'est un super accélérateur pour nos professions. Bien. On va terminer, puisqu'on on a quand même des contraintes de salle. Ce que je propose à Jean-Denis et Pierre-Emmanuel, alors vous pouvez les retrouver sur leur stand, vous pouvez après leur poser d'autres questions naturellement. Moi je vais vous demander, allez, 3 messages, 3 conseils chacun pour nos amis dans la salle. Je me lance ? Allez, Pierre-Emmanuel. Premier point, la réforme Pacte, ce n'est pas une réforme de plus de l'épargne retraite. La réforme Pacte, c'est un bouleversement, c'est une révolution de nos métiers. Ça, c'est le premier point. C'est une révolution positive, et nous, on le voit, c'est un formidable outil de conquête pour vous auprès de vos clients. Deuxième point, c'est un outil qui aujourd'hui apparaît complexe. Donc c'est un outil qui va privilégier les experts
Donc, mon deuxième conseil, c'est formez-vous et n'hésitez pas à faire appel à des experts sur le terrain, sur le marché, pour vous aider dans vos analyses techniques pour vos clients. Donc, formez-vous et n'hésitez pas à faire appel aux experts. Troisième point, on en est au tout début de cette révolution. On a parlé de gestion financière. Lionel, vous disiez qu'aujourd'hui, l'horizon de placement sur un contrat retraite, c'est 20 ans. Mais si on pense à l'étape d'après, c'est pas 20 ans, c'est 40 ans. Parce que quand on sort en capital, personne ne va sortir à 65 ans en capital en une seule fois sur son plan d'épargne retraite. Ça ne marche pas fiscalement. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va faire des rachats fractionnés. En France, les contrats de retraite, ça sort en rente, c'est du fonds en euros. Mais imaginez une gestion financière adaptée à des rachats fractionnés. Aujourd'hui, les asset managers sont au balbutiement. Je pense que des maisons anglo-saxonnes voient déjà ça. C'est déjà des thématiques sur lesquelles elles ont réfléchi sur d'autres marchés. Mais le dernier point, c'est probablement que le plan d'épargne retraite, quand on en reparlera tous ensemble dans 4-5 ans, ce ne sera pas un produit pour la retraite, ce sera un produit de transmission. Parce que la réalité, c'est que quand on met les chiffres, quand on compare en termes de transmission l'assurance vie et le plan d'épargne retraite, il n'y a pas photo. L'assurance vie permet de créer en général entre 20 et 30% de transmission nette en plus pour les bénéficiaires. Donc, mon dernier message, c'est on n'en est vraiment qu'au début. Donc, formez-vous et apprenez en marchant avec nous. Je vous assure qu'on est vraiment au début de cette révolution. Pierre-Emmanuel, deux petites questions sont arrivées. Alors, des réponses très très rapides. Y a-t-il une date limite pour transférer un Madelin vers un PERP? Vers un père? Vers un père, excusez-moi. Oui, non, il n'y a pas de date limite. Bon, Pas de date donc, limite. et deuxième question, un PERP devient-il automatiquement un père? Non, c'est pas automatique. Ça dépend de ce que propose l'assureur et l'association de souscription. Donc, vérifiez effectivement auprès de vos fournisseurs. Jean-Denis, 3 messages. 3 messages très simples. Le premier, il va rejoindre celui de Pierre-Emmanuel, c'est qu'on est à un tournant historique de l'épargne en France et de l'épargne retraite. Vous l'avez vu, on a une responsabilité collective entre producteurs, distributeurs pour pouvoir faire cette démarche. L'assurance vie n'est plus le seul outil. Affranchissons-nous collectivement de cela. Le système qu'a mis en place le législateur est bon. Mon deuxième sujet ou deuxième message de fin, c'est donner du temps au temps. C'est votre meilleur allié. Que ce soit aussi sur une composante conseil qu'on a évoquée. Et le temps permet évidemment de s'affranchir de la volatilité et évidemment les versements programmés, ça a beaucoup de sens et c'est comme ça que ça fonctionne dans d'autres pays et ça sera mon troisième point, c'est regardons ce qui se passe ailleurs et regardons en dehors de nos frontières ce qui a fonctionné. Pour nous, l'expérience des fonds Horizon et des fonds Target est une expérience qu'on a envie de renforcer en France pour les épargnants français, pour vous, et on est à votre disposition pour ce faire. Merci beaucoup pour votre écoute. Voilà. Écoutez, encore une fois, ils sont disponibles sur leur stand. N'hésitez pas à aller les voir tout à l'heure pour continuer des discussions si vous avez des questions. Merci beaucoup et bonne continuation pour cette édition de Patrimonia. Merci.